Raphaël Liogier, professeur des universités, sociologue et philosophe. J'enseigne à Sciences Po Aix-en-Provence et à Paris au Collège international de philosophie. Et je m'intéresse essentiellement à la question des croyances, que ce soit des croyances relatives aux religieux, aux religions, aux comportements extrêmes, ou que ce soit les croyances relatives aux croyances dites scientifiques, à la rationalité, à la technoscience. Je crois qu'il faut arrêter de réfléchir en termes de 45% des emplois, 50%, 60%, 70%. C'est plus ça le problème. Parce que d'autres vont dire « Ah non, c'est seulement 10%. » C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que aujourd'hui, c'est le concept même d'emploi qui est remis en cause. C'est-à-dire que les activités qui sont des activités forcées pour des raisons physiques, d'efforts physiques, vont vraiment être remplacées par les machines. Les activités qui sont elles aussi forcées, qui consistent à faire des calculs fastidieux, là aussi, vont être remplacées par des machines. Jadis, on disait, c'est encore trop complexe pour que des machines puissent l'effectuer à notre place. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. On nous dit, tant que c'est une question de complexité, les machines ont gagné d'avance. Donc, ça veut dire que plus c'est complexe, plus on a perdu d'avance face aux machines. Alors on pourrait se dire, qu'est-ce qui reste aux humains? L'emploi, c'est une nécessité, ça a été une nécessité vitale pendant des millénaires. Et aujourd'hui, l'emploi, qui est une manière, l'emploi c'est le contrat de travail. Le travail, c'est le labeur obligatoire, fastidieux, qu'on est obligé de faire pour gagner de l'argent. Eh bien aujourd'hui, il se trouve qu'on a les produits de première nécessité, de survie, et y compris les produits de confort objectif, qui sont massivement fabriqués par des machines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des interventions humaines, mais que la nature de l'intervention humaine ne relève plus d'une logique du travail obligatoire. Ça veut dire qu'il y a une recomposition du sens même de l'activité humaine dans l'ensemble de la société, mais que nous ne sommes pas adaptés encore à ça. C'est-à-dire que le droit ne s'est pas adapté à ça. La notion de contrat de travail, qui est liée à cet ancien monde de la subsistance, du travail nécessaire, ne s'est pas encore adaptée à ça. Alors que dans la réalité des choses, c'est tout qui est en train de se recomposer. Les humains ne feront pas moins, n'agiront pas moins. Les humains peuvent agir plus et mieux. Il y a un grand paradoxe, c'est que d'un côté, comme l'emploi est devenu une identité, on est attaché à l'emploi comme à notre être. Donc si on le perd, on a le sentiment qu'on a tout perdu. Et en même temps, on ne supporte plus l'emploi. C'est-à-dire qu'on ne supporte plus ce type d'emploi caractéristique des sociétés industrielles, des sociétés bureaucratisées. D'un côté, on ne veut pas perdre son emploi. D'un autre côté, on est angoissé à l'idée d'avoir cet emploi que pourtant on ne veut pas perdre. Donc on est pris en étau au milieu d'une double angoisse paradoxale dont on ne peut pas sortir, en quelque sorte. Et la seule manière d'en sortir, c'est de se débarrasser de l'emploi lui-même, dont on n'a en réalité plus besoin. L'idée du travail, la valorisation du travail, n'est pas d'inspiration judéo-chrétienne, mais d'inspiration chrétienne. Puisque dans le monde juif, dans l'Antiquité biblique, la condamnation au travail, justement, comme son nom l'indique, c'est une condamnation. C'est-à-dire on sort du paradis, et donc le travail est équivalent à une sorte de petite mort, au même titre que l'Adam originel est condamné parce qu'il a fait la faute, c'est le péché, en raison de son péché, il est condamné à mourir, il est condamné à travailler, c'est-à-dire à souffrir même avant de mourir. Pour la tripalium, c'est l'instrument de torture. C'est les chrétiens, en particulier saint Augustin et ensuite saint Thomas d'Aquin, qui ont renversé le principe en faisant du travail une manière de rédemption, une façon de s'en sortir. C'est-à-dire que tout ce qui était loisir, le loisir, l'oisiveté, qui était un terme positif dans l'Antiquité grecque, qui voulait dire liberté, justement c'est une activité libre, ça ne veut pas dire ne rien faire, est devenu l'espace dans lequel le diable peut s'insérer, l'oisiveté. Et donc il y a une obsession
de limiter au maximum le temps d'oisiveté et une survalorisation du travail comme rédemption, c'est une invention chrétienne. Et c'est d'ailleurs les premières grandes unités de production qui ont mis en pratique cette haine de l'oisiveté, en limitant au maximum le temps d'oisiveté, en faisant du temps un temps qui ne doit être que consacré au travail, sont les premiers monastères chrétiens qui ont défriché l'ensemble de l'Europe et qui ont été le préalable à l'agriculture intensive. Et ensuite, c'est le protestant thésaurisateur et puritain qui a été dans la continuité de cette haine de l'oisiveté. Et on ne peut pas plus haïr l'oisiveté que le protestant qui est à l'origine du capitalisme. Or, aujourd'hui, on revient vers la possibilité d'un monde qui valorise l'oisiveté, mais pas l'oisiveté limitée à quelques-uns, pas l'oisiveté aristocratique, mais une oisiveté qui serait accessible à tout le monde, non pas en ne faisant rien, puisque le noble d'Ancien Régime, où le citoyen grec n'était pas quelqu'un qui ne faisait rien, c'était au contraire quelqu'un qui faisait, contrairement aux autres, qui étaient oppressés, torturés, qui étaient passifs. Justement, ils n'étaient pas actifs, ils étaient passifs. C'était une forme d'esclavage, une forme de servage. Et donc, pour sortir complètement de ce servage, ne signifie absolument pas qu'on ne fera rien, ça signifie qu'on sera au contraire l'homo faber, celui qui fait, qui se distingue de l'animal laborans, celui qui est obligé de se soumettre aux nécessités de la survie. On va être enfin réellement actif. Parce que, en réalité, le travail, c'est la passivité, puisque la passivité, c'est se soumettre passivement aux nécessités de la survie, ce dont l'homme a toujours rêvé de se défaire. Donc c'est aujourd'hui possible. Le problème, c'est qu'encore une fois, cette possibilité, elle est indexée sur une nouvelle puissance qui peut être utilisée en sens inverse. Donc la question, ce n'est pas de remettre en cause cette nouvelle puissance, avec cette espèce de vocabulaire ridicule consistant à dire « les machines nous volent notre travail », les machines ne nous volent rien du tout. La richesse, ce n'est pas l'emploi. Quand on parle de bassin d'emploi aujourd'hui, on voit bien cette espèce de renversement. Ce n'est pas l'emploi qui est une richesse, mais ce que l'on fabrique avec l'emploi. Il ne faut pas confondre. Il ne faut pas être attaché de façon fétichiste à l'emploi. Donc dépasser l'emploi, ça voudrait dire devenir enfin actif, ce qui est le rêve secret qui court tout au long de l'histoire de l'humanité. C'est ce rêve qui, aujourd'hui, ressurgit à travers ces individus qui, justement, se sentent en situation de burn-out, c'est-à-dire en réalité de bore-out, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus effectuer des shitty jobs. On a toujours rêvé d'un monde sans travail. On a toujours rêvé d'un monde sans travail, mais on s'est progressivement attaché au travail parce que c'était une période transitoire depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Faute de pouvoir libérer les humains du travail, on a au moins décidé d'universaliser le droit au travail pour sortir au moins du servage et en imposant le fait qu'on doit payer pour le travail, contrairement à ce qui existait dans le servage. C'est pour ça que le droit au travail a directement entraîné le droit du travail, c'est-à-dire en même temps, en limitant le temps de travail, en limitant cette nouvelle puissance qui était celle du bourgeois, pour qu'il n'outrepasse pas ses droits et qu'il ne devienne pas un nouveau seigneur quelque part. Mais il faut comprendre que ce n'était qu'une période intermédiaire, transitoire, à laquelle nous nous sommes attachés, comme on s'attache souvent aux moyens, au lieu de s'attacher à la finalité. Le problème, ce n'est pas les machines, ce ne sont pas les machines qui nous voleraient nos emplois, elles ne nous volent pas nos emplois. C'est notre incapacité à redistribuer la richesse qui est produite par les machines. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la capacité qui est offerte par ces machines. Ce n'est pas elles qu'il faut remettre en cause. C'est les humains qui feraient usage de ces machines contre d'autres humains. En gros, on est face à une nouvelle opportunité, à une nouvelle puissance, à une nouvelle force. Mais qui dit nouvelle force, dit possibilité d'écraser encore plus les autres si c'est entre les mains de personnes mal intentionnées. Donc ce n'est pas le problème, ce n'est pas la technique en elle-même, alors qu'on a toujours le sentiment que c'est la technique, c'est juste les individus qui en font usage. Donc on ne devrait pas avoir peur de la technique, on devrait avoir peur des hommes. Donc ce qu'il faut, c'est renverser la table. S'il y a un homme politique, qu'il soit de droite ou de gauche, c'est même plus la question aujourd'hui. Je veux dire plutôt de gauche, je pense, néanmoins, parce que c'est quand même le progressisme, mais qui prend au mot l'idée de gauche qui consiste
à être du côté du progrès, pas ces hommes de gauche théoriques aujourd'hui, qui en réalité sont contre la technologie, donc contre le progrès, donc contre ce que pourrait offrir cette nouvelle puissance, donc qui misent sur le progrès, dans la grande tradition du XVIIIe siècle. Eh bien, à ce moment-là, ils doivent mettre en place un nouveau système, moi c'est ce que je propose, et donc renverser la table avec un nouveau système fiscal, avec un nouveau système qui propose un revenu d'existence, avec un nouveau système d'impôt sur la consommation, avec un nouveau système social qui tienne compte de tout ce qui est en train de se passer. Et là, nous anticiperons sur la possibilité du populisme. Il faut inventer une autre société, et pour cela, il faut libérer les humains de ce travail qui les prend en otage, et pour ça, il n'y a que le revenu d'existence. Ce n'est pas une allocation universelle, ce n'est pas un système d'allocation qu'on donne comme ça. Revenu d'existence, de base, ça veut juste dire qu'on en hérite par notre seule présence au monde. Par notre seule présence au monde, comme si on héritait d'une famille, parce qu'on fait partie de cette famille, on hérite de cette famille, et bien là on fait partie de la famille humaine, et donc on hérite d'un revenu d'existence qui est là pour pouvoir à tous nos désirs de survie, parce que les machines fabriquent à notre place. Et donc ça, c'est la chance de recomposer toute l'activité humaine vers ce désir d'être, ce désir de distinction. Avec le revenu d'existence, il n'y a plus de contrat de travail, pas de contrat de travail. Alors évidemment, on remet en cause complètement le droit du travail. Il faut que ce soit un revenu d'existence de haut niveau. Parce que du coup, les relations entre patron et employé changent. La nature même de ce qu'on considère comme une activité change, le prix même de l'activité change, puisque de toute façon, ce ne sont que des revenus complémentaires qui permettent de se distinguer. On peut même décider de faire un travail qui soit complètement bénévole, enfin des activités complètement bénévoles. C'est ce que j'appelle le passage du mythe délétère, maladif du plein emploi à l'idéal tout à fait pratique et réalisable de la pleine activité. C'est-à-dire on peut faire plusieurs activités en même temps, jouer sa vie, se distinguer, gagner plus d'argent, gagner moins d'argent, exister à différents niveaux. Et c'est ce qui est aujourd'hui rendu possible dans notre société si on l'accompagne. Et quand on veut réaliser une utopie, évidemment, c'est renverser la table, et donc il y a un certain nombre de gens qui mangent sur la table à leur propre profit au détriment des autres. Et donc on renverse leur assiette au profit des autres, au profit de l'intérêt général. On a les indignés, on a des mouvements spontanés un peu partout en Europe. On a des gens qui se révoltent contre Wall Street. On a des gens qui refusent le système partout dans le monde, partout en particulier dans les sociétés industrielles avancées, qui refusent le système spéculatif boursier. Donc tous ces gens qui se révoltent un peu partout dans le monde témoignent d'un mouvement très profond qui monte de la société civile et qui, je l'espère, pourrait faire apparaître une nouvelle politique, un nouveau système, avec des nouveaux hommes politiques adaptés à ce nouveau système, qui seraient capables de renverser la table.